Comment deviner qu'une simple soirée peut faire voler en éclats toute une existence que l'on pensait inébranlable? Je m'appelle Thomas. J'avais 36 ans à l'époque. Je travaillais comme ingénieur en structures aéronautiques dans une entreprise basée à Lyon. J'avais une épouse, une maison avec jardin en périphérie de la ville, et pourtant tout s'est effondré en une nuit d'orage. Ce n'était pas uniquement le silence écrasant qui régnait dans la demeure depuis le départ d'Émilie. C'était aussi la présence de Maxime, son jeune frère, qui logeait chez nous, et les interrogations innocentes qu'il lançait sans mesurer leur impact. Cette nuit-là a tout bouleversé. Elle a réveillé en moi une part cachée dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Une histoire de basculement brutal, de vérité inattendue et d'un chemin que je n'avais jamais envisagé d'emprunter. Mais prenons les choses dans l'ordre. Retournons quelques semaines en arrière. Quand Émilie a franchi le seuil avec sa grosse valise à roulettes, un vide immense s'est abattu sur la maison, comme si l'atmosphère elle-même s'était alourdie. Elle partait pour 6 longs mois sur un grand projet d'aménagement urbain à Singapour. Thomas, 36 ans, ingénieur spécialisé dans l'aéronautique à Lyon, je me suis soudain retrouvé seul avec Maxime, 20 ans, le petit frère d'Émilie. Il squattait chez nous le temps de finaliser son dossier d'inscription en master de biologie à l'université de Lyon. Dès le premier soir, le silence m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas un calme reposant, loin de là. C'était un silence dense, presque palpable, qui faisait grincer le parquet sans raison et rendait chaque pièce plus grande qu'elle ne l'était. Maxime, lui, semblait à peine perturbé. Installé sur le canapé du salon, son ordinateur portable en équilibre sur les genoux, il remplissait méthodiquement ses formulaires en ligne. Avec ses écouteurs en permanence dans les oreilles, un crayon qu'il mordillait nerveusement et ce froncement de sourcils caractéristique des jeunes concentrés, il dégageait cette énergie propre à son âge, un mélange d'insouciance, de détermination et d'une légère appréhension face à l'avenir. De mon côté, je tournais en rond dans la maison, désemparée par cette absence soudaine. Émilie avait toujours été le cœur battant du foyer. Elle mettait de la musique, racontait ses journées avec passion pendant qu'elle cuisinait. Sans elle, plus rien. Seulement le cliquetis incessant des touches du clavier de Maxime et le ronronnement lointain du réfrigérateur. Les premiers jours, nous avons trouvé un rythme de cohabitation presque administratif. Je partais tôt le matin pour le bureau, lui restait à la maison pour avancer sur ses démarches. Le soir, épuisé, je rentrais et le retrouvais souvent au même endroit, entouré de papiers éparpillés et de mugs de café refroidis. « Alors, où en est ton dossier ?» lui demandai-je pour rompre le malaise. Il relevait la tête, un demi-sourire aux lèvres, et me détaillait ses difficultés. Les plateformes administratives capricieuses, les pièces manquantes, les délais qui se rapprochaient dangereusement. J'acquiesçais, lui donnais un coup de main pour rédiger sa lettre de motivation ou vérifier ses justificatifs. C'était poli, fonctionnel, sans réelle connexion. Pourtant, au fil des jours, quelque chose a imperceptiblement glissé. Un soir où je suis rentré plus tôt que prévu, Maxime m'a lancé « J'en ai marre de ces formulaires. On se commande une pizza et on fait une pause ?» J'ai accepté d'un haussement d'épaule, nous nous sommes installés à la table de la cuisine, la boîte en carton entre nous. Il a commencé à me poser des questions sur mon métier, pas les banalités habituelles, mais des interrogations sincères et pointues. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Ou tu n'as jamais peur en sachant que des centaines de personnes volent dans des avions dont tu as conçu les pièces? Sa curiosité m'a surpris. La plupart des gens se contentent d'un « intéressant », poli. Lui, il écoutait vraiment, creusait, voulait comprendre les enjeux. Soir après soir, nos échanges se sont allongés et approfondis naturellement. Il me confiait ses espoirs, ses hésitations sur ses choix d'études, ses rêves pour l'avenir. Sa franchise brute avait quelque chose de désarmant qui me faisait sourire malgré moi. De mon côté, je partageais des anecdotes du bureau, les réunions interminables, les collègues trop ambitieux, les défis techniques complexes. Nous rions, nous nous taquinions gentiment. Je me surprenais à guetter le moment de rentrer plus tôt, simplement pour prolonger ces moments avant qu'il ne replonge dans ses dossiers. Ce qui me troublait davantage, c'était cette sensation nouvelle et indéfinissable qui grandissait en moi. Au début, je refusais de lui donner un nom. Juste une chaleur inhabituelle, une gêne diffuse, quand son regard s'attardait un peu trop ou quand nos doigts s'effleuraient en passant un plat. Je me persuadais que c'était la fatigue, l'absence d'Émilie, rien de plus. Pourtant, à mesure que les jours passaient, une tension subtile s'installait, comme un courant invisible entre nous. Maxime paraissait parfaitement à l'aise, comme si tout était normal. Moi, je commençais à m'interroger sérieusement. Pourquoi pensais-je à lui pendant mes journées de travail? Pourquoi guettais-je le bruit de ses pas dans le couloir? Je repoussais ses pensées, je m'obligeais à me focaliser sur autre chose, mais elles revenaient, de plus en plus insistantes. Un soir, alors que nous finissions une bouteille de bière en discutant des professeurs qu'il pourrait avoir à la fac, il m'a regardé différemment. Ce n'était plus le regard curieux d'un jeune homme, mais quelque chose de plus intense, de plus direct. «
T'es vraiment quelqu'un de bien, Thomas, a-t-il lâché simplement, comme une évidence. J'ai ri pour masquer mon trouble et j'ai vite changé de sujet. Mais dans ma tête, ces mots tournaient en boucle. Que m'arrivait-il? Pourquoi cette phrase me touchait-elle autant? Je sentais qu'un changement profond était en train de s'opérer. Quelque chose que je ne maîtrisais pas, et cela m'effrayait. Pas une peur franche, mais un malaise diffus, comme si je m'aventurais sur un territoire inconnu sans carte ni repère. Cette complicité nouvelle avait pris bien plus de place qu'un simple passe-temps. Elle transformait l'atmosphère de la maison. Et moi, je restais là, à tenter de comprendre ce qui se jouait en moi. Étais-je en train de perdre pied, ou au contraire, de découvrir enfin une partie de moi-même que j'avais toujours ignorée? Qu'est-ce qui fait qu'une soirée ordinaire se transforme soudain en un point de non-retour? Ce soir-là, l'orage a tout fait basculer. Le ciel s'est déchiré brutalement, comme si la foudre cherchait à éventrer la maison. J'étais encore en train d'essayer de démêler le chaos qui grandissait en moi depuis plusieurs jours quand tout s'est arrêté net. Les lumières, le ronron du réfrigérateur, le monde extérieur. Plus de courant, seulement le roulement sourd du tonnerre et la pluie qui tambourinait violemment contre les vitres. Maxime a relevé la tête de son écran, un petit sourire en coin. On se croirait dans un film catastrophe, non? J'ai haussé les épaules, un peu tendu, et je suis parti fouiller dans un tiroir à la recherche de bougies. J'en ai trouvé 3, légèrement poussiéreuses, et je les ai allumées. La flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, donnant à la pièce une atmosphère irréelle, presque intime. Maxime a suggéré d'ouvrir une bouteille de vin. Ça nous changera les idées, Thomas. J'ai accepté, même si une petite voix intérieure me mettait en garde. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine, un verre de rouge à la main. La discussion a commencé sur des sujets légers. Un film qu'il voulait voir, une anecdote amusante sur un professeur. Mais au fil des minutes, je sentais une énergie différente s'installer. Une tension qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. Maxime parlait avec une aisance naturelle, les mots sortant sans filtre. Moi, je répondais. Mais mon esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il riait ou que nos verres se frôlaient, mon cœur s'emballait. Je me répétais que c'était ridicule, juste le vin, juste l'ambiance créée par les bougies et l'orage. Pourtant, l'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une intimité nouvelle. Ses regards s'attardaient un peu plus longtemps, juste assez pour que je le remarque. J'essayais de me raccrocher à la conversation, à ses projets universitaires, à n'importe quel sujet rassurant. Mais plus il parlait, plus je perdais pied. Pourquoi ces détails me frappaient-ils autant? La manière dont il passait la main dans ses cheveux, le timbre de sa voix, quand il posait une question, je buvais un peu trop vite, espérant que l'alcool apaiserait cette agitation intérieure qui ne cessait de grandir. À un moment, il a partagé une histoire de son voyage de l'été précédent. Derrière l'anecdote drôle se cachait une fragilité touchante. Il a baissé légèrement la voix, comme s'il me livrait une confidence. « T'as déjà eu l'impression de ne plus vraiment savoir qui tu es, Thomas ?» m'a-t-il demandé soudain, le ton devenu sérieux. La question m'a transpercé. J'ai voulu répondre quelque chose de cohérent, mais les mots sont restés bloqués. J'ai seulement marmonné un « parfois, oui », en fixant mon verre vide pour éviter son regard. L'orage continuait au dehors, mais c'était le silence qui s'installait entre nous qui devenait le plus assourdissant. J'ai fini par me lever, prétextant vouloir vérifier si le courant était revenu. En réalité, j'avais besoin de m'éloigner, de reprendre le contrôle. « Je vais dans ma chambre », ai-je lancé d'une voix un peu enrouée. Maxime a hoché la tête sans insister, mais son regard m'a accompagné jusqu'au couloir. Une fois enfermé dans la pièce, le cœur battant à tout rompre, j'ai tenté de comprendre ce qui m'arrivait. Étais-je en train de devenir fou? Ce n'était qu'une soirée, qu'une conversation. Et pourtant, je sentais qu'un cap invisible venait d'être franchi. Plus tard, alors que la tempête s'apaisait et que la maison restait plongée dans l'obscurité, j'ai entendu un léger bruit de pas dans le couloir. La porte de ma chambre s'est entr'ouverte doucement. Maxime se tenait là, silhouette sombre dans l'encadrement. « Thomas, tu dors ?» a-t-il murmuré. J'ai répondu oui, alors que tout en moi voulait dire non, voulait qu'il reparte. Il s'est approché lentement. Avant même que je réalise pleinement ce qui se passait, nous avons franchi une limite que je n'avais jamais imaginé traverser. Sans un mot, sans explication, juste un instant où tout ce que je croyais savoir sur moi s'est écroulé, laissant place à une vérité brute que je n'étais absolument pas prêt à affronter. Comment réalise-t-on qu'un seul moment a irrémédiablement tout transformé, qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière? Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est fissuré, ou peut-être enfin réveillé. À 36 ans, j'avais une vie bien ordonnée. Un poste d'ingénieur stable, une routine confortable, un mariage qui semblait solide. Et pourtant, ce qui s'était passé avec Maxime m'avait plongé dans un tourbillon intérieur dont je ne distinguais pas le fond. Au petit matin,
une lumière grise filtrait timidement à travers les rideaux. La maison était retombée dans un silence encore plus oppressant qu'avant. J'étais réveillé depuis longtemps, les yeux rivés au plafond, incapable de bouger. Cette intimité inattendue, partagée avec lui, c'était ma première fois avec un homme. Je n'arrivais pas à nommer le flot d'émotions qui me submergeait. D'un côté, une culpabilité écrasante m'envahissait, comme si j'avais trahi tout ce que j'étais et tout ce que j'avais construit avec Émilie. De l'autre, une sensation nouvelle, profonde et terrifiante. Une partie de moi-même que je n'avais jamais soupçonnée venait de se révéler, et elle refusait désormais de se taire. Je me suis levé avec difficulté, les jambes pesantes, et je suis descendu à la cuisine. Maxime était déjà là, en train de préparer du café. Il m'a lancé un simple « Salut, Thomas », accompagné d'un sourire naturel, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un détail insignifiant. Il s'est remis à parler de son dossier universitaire, d'un mail important qu'il devait envoyer. J'acquiesçais machinalement, l'écoutant à peine. Comment pouvait-il rester aussi calme? Comment faisait-il pour agir comme si rien n'avait changé? Je serrais ma tasse brûlante entre mes mains, cherchant désespérément un point d'ancrage, tandis que mon esprit restait prisonnier d'un chaos indescriptible. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Émilie était à des milliers de kilomètres, et j'avais franchi une frontière que je n'aurais jamais pensé approcher un jour. Je me répétais que c'était une erreur, un moment d'égarement provoqué par le vin et l'orage. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Ce que j'avais ressenti avec Maxime avait touché quelque chose d'authentique, quelque chose que j'avais toujours refusé de regarder en face. Et cette découverte me terrifiait. Toute ma vie, j'avais suivi un chemin bien tracé. Études, carrière, mariage. Je m'étais toujours considéré comme un homme sans complications. Désormais, tout vacillait. J'ai passé la journée à l'éviter, prétextant du travail urgent et des appels professionnels. Mais il était partout. Avec son énergie tranquille, ses questions sur mon métier, ses petites blagues qui me faisaient sourire malgré moi. Chaque fois qu'il parlait, un tiraillement douloureux m'envahissait, l'envie irrésistible de me rapprocher, de comprendre ce qui m'arrivait, et en même temps, une peur viscérale de ce que cela signifiait. Je me surprenais à observer ses gestes, à écouter le timbre de sa voix, et je me détestais pour cette attention nouvelle. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement oublier? Pourquoi cette nuit continuait-elle de tourner en boucle dans ma tête? Le plus difficile était le flot incessant de questions. Qui étais-je vraiment? Avais-je toujours ignoré cette facette de moi? Ou venait-elle seulement d'émerger? Je repensais à certains moments de mon passé, des amitiés, des sensations fugaces que je n'avais jamais osé analyser. Tout se mélangeait dans ma tête et je n'avais personne à qui en parler. Émilie était trop loin, et de toute façon, comment aurais-je pu lui avouer une chose pareille? Maxime, lui, semblait si à l'aise, si sûr de lui. Cette sérénité m'inspirait presque de la jalousie. En fin de journée, alors que je feuilletais distraitement des dossiers pour me donner une contenance, Maxime m'a rejoint. « T'es bizarre depuis ce matin, Thomas, ça va ?» m'a-t-il demandé directement, comme à son habitude. J'ai marmonné une réponse évasive, incapable de soutenir son regard. Il a insisté doucement, posant sa main sur la table tout près de la mienne. Ce simple geste m'a fait sursauter. Comme une décharge électrique, j'ai bredouillé une excuse et je me suis levé précipitamment, prétextant avoir besoin d'air frais. En réalité, j'étais terrifié. Terrifié par ce que je ressentais, par ce que cela révélait de moi et par l'idée que je ne pourrais plus jamais faire comme si rien ne s'était passé. Cette nuit avait ouvert une porte et je ne savais pas si j'aurais le courage de la franchir ou même de simplement l'accepter. Quelques jours après cette nuit d'orage, Maxime a brisé le silence d'une façon que je n'oublierai jamais. J'étais encore plongé dans un épais brouillard, faisant tout pour donner l'illusion que rien n'avait changé. Mais lui, il a choisi d'affronter la situation. Et ses paroles m'ont atteint comme un coup que je n'avais pas vu venir. C'était un soir tout à fait banal. La routine essayait de reprendre ses droits. J'étais installé au salon, des dossiers professionnels étalés devant moi pour occuper mon esprit, quand Maxime m'a interpellé depuis la cuisine. « Thomas, il faut qu'on parle. » Sa voix était calme, mais elle portait une détermination nouvelle, une assurance que je ne lui connaissais pas vraiment. Je me suis figé, le stylo suspendu en l'air, le cœur cognant déjà fort dans ma poitrine. J'ai reposé mes affaires et je l'ai rejoint, la gorge nouée, sans savoir à quoi m'attendre. Il se tenait debout, appuyé contre la table, les bras croisés. Son regard plongé dans le mien était direct, sans détour ni hésitation. Ce regard m'a complètement désarmé. Il a commencé à parler de lui, de ce qu'il ressentait vraiment. Il m'a expliqué comment cette nuit avait tout fait basculer pour lui, comment elle lui avait permis de clarifier qui il était au fond. J'ai toujours eu des doutes, a-t-il confié, mais maintenant c'est limpide. Je veux vivre sans me mentir, sans jouer un rôle qui ne me correspond pas. Il parlait avec une sincérité brute qui me touchait profondément. Il m'a ouvert ses rêves, intégrer son master à Lyon, voyager un jour en Amérique du Sud ou en Asie,
construire une existence où il pourrait être pleinement lui-même, sans honte ni compromis. Il évoquait la liberté, une vie libérée des attentes des autres. Chaque mot semblait si naturel, si évident dans sa bouche, et pourtant, pour moi, c'était comme entendre une langue que je comprenais à peine. Il s'est tu un instant, puis m'a fixé avec encore plus d'intensité. « Thomas, tu ne pourras pas continuer comme ça éternellement. » J'ai voulu répondre, dire n'importe quoi pour me protéger, mais aucun son n'est sorti. Il a poursuivi sans me laisser d'échappatoire. « Si tu veux être honnête avec toi-même, si tu veux vraiment être libre, il faudra divorcer d'Émilie. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Une vague de chaleur m'a envahi, un mélange confus de colère, de peur panique et d'une vérité que je refusais encore d'admettre. Divorcer, quitter Émilie, détruire tout ce que j'avais construit pendant des années, cette idée me terrifiait, mais en même temps, elle résonnait quelque part en moi, comme si Maxime avait exprimé à voix haute un vide que je portais depuis longtemps. J'ai tenté de protester, d'expliquer que c'était bien plus compliqué, que je ne pouvais pas tout remettre en question sur un coup de tête. Mais Maxime ne m'a pas laissé fuir. « Tu peux encore te mentir quelque temps ?» a-t-il ajouté doucement, « mais ça finira par te rattraper. Tu le sais déjà. » Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement une certitude calme qui me faisait mal. Il semblait voir en moi avec une clarté que je n'avais pas. J'ai fini par baisser les yeux, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Mon esprit était en pleine tempête, la terreur de tout perdre d'un côté, et de l'autre, une envie folle de croire qu'il avait raison, que je pouvais devenir une version plus authentique de moi-même. Il s'est approché, a posé une main sur mon épaule dans un geste à la fois simple et chargé de sens. « Réfléchis, Thomas, mais ne tarde pas trop. » Puis il est parti, me laissant seul avec ces paroles qui tournaient en boucle dans ma tête. Je suis resté immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité. La vérité qu'il venait de poser devant moi était là, impossible à ignorer désormais. Mais l'accepter vraiment, ça, c'était une toute autre épreuve. Une bataille que je n'étais pas certain d'être prêt à mener. Quand arrive le moment où il devient impossible de continuer à fuir la vérité, que fait-on ? Pour moi, ce moment est venu comme un mur qu'on percute à pleine vitesse. Après des jours passés à tourner en rond dans mes pensées, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Continuer à vivre comme avant aurait été un mensonge permanent, envers les autres et surtout envers moi-même. J'ai alors pris la décision la plus difficile de ma vie, demander le divorce à Émilie. Tout a commencé un matin gris où le ciel semblait refléter mon état intérieur. J'étais seul à la maison, Maxime étant parti à l'université pour finaliser son inscription. Le silence qui régnait n'était plus oppressant, mais étrangement clair. Pour la première fois, j'avais l'impression de voir ma vie telle qu'elle était vraiment. J'ai pris mon téléphone, fixé l'écran de longues minutes, puis j'ai composé le numéro d'Émilie. Elle se trouvait à des milliers de kilomètres, en pleine mission, et je savais que cet appel allait tout bouleverser. Quand elle a décroché, sa voix joyeuse et pleine d'énergie m'a serré le cœur. « Thomas, ça va ?» a-t-elle lancé. Comment lui annoncer une chose pareille ? Comment expliquer un changement que je comprenais à peine moi-même ? J'ai pris une grande inspiration et je me suis lancé. « Émilie, il faut qu'on parle sérieusement. » Les mots sortaient maladroitement, lourds de sens. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus continuer ainsi, que quelque chose de profond avait changé en moi. Je n'ai pas tout révélé immédiatement. J'ai parlé de mes questionnements, de cette vérité que je venais de découvrir et que je ne pouvais plus ignorer. Elle m'a écouté d'abord en silence, puis avec des questions de plus en plus précises, sa voix devenant progressivement tremblante. « Il y a quelqu'un d'autre ?» a-t-elle fini par demander. Après une hésitation, j'ai répondu oui, sans entrer dans les détails. Pas par lâcheté, mais pour ne pas la blesser plus que nécessaire. Elle a raccroché, après un long silence pesant, et un vide immense s'est installé en moi. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tourbillon de douleur et de tension. Émilie est rentrée plus tôt que prévu. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret près de la gare, un endroit neutre. Elle était calme en apparence, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. Elle voulait comprendre, poser des questions précises comme pour reconstituer un puzzle brisé. Je lui ai parlé de Maxime, sans détour mais sans m'attarder sur les détails. Je lui ai expliqué que cette rencontre m'avait forcé à regarder en face une partie de moi que j'avais toujours refoulée. Elle m'a écouté, les mains crispées autour de sa tasse, puis a exprimé sa colère et sa peine. « Comment as-tu pu, Thomas ? Avec mon propre frère, je n'avais pas de réponse facile. Seulement la vérité brute. J'avais changé, et je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. La conversation a duré des heures, entrecoupée de silences lourds. Elle m'a reproché d'avoir trahi sa confiance et volé des années de sa vie. Chaque mot était douloureux, mais je l'encaissais, car je savais qu'elle avait raison. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que cette souffrance était le prix à payer pour enfin être honnête. Quand nous nous sommes séparés, son dernier regard m'a confirmé qu'une page venait de se tourner. Pour elle,
comme pour moi. Rentrer à la maison après cela ressemblait à entrer dans un monde nouveau, à la fois familier et totalement étranger. Le lendemain, j'ai contacté un avocat recommandé par un collègue. Les discussions étaient froides et administratives, mais elles m'ont apporté une étrange clarté. Pour la première fois, je prenais une décision qui m'appartenait vraiment, loin des attentes et de la routine. J'avais peur, évidemment, peur du jugement des autres, peur de l'avenir incertain, peur de regretter. Mais une force nouvelle grandissait en moi, celle de suivre enfin mon propre chemin. Quand j'ai raconté la situation à Maxime, il m'a simplement écouté en hochant la tête. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Il était là, présent et solide. Et cela me donnait le courage nécessaire. J'ai compris que ma vie prenait une direction inattendue, mais que je devais l'assumer pleinement. Pas pour lui, ni pour qui que ce soit d'autre, mais pour moi. Le divorce a été prononcé. Peu de temps après, j'ai quitté Lyon pour m'installer à Montpellier, dans un appartement acheté sur un coup de tête, poussé par le besoin de tout recommencer. Maxime m'a rejoint. Ensemble, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Les premiers jours à Montpellier ont été comme réapprendre à respirer. Nous sommes arrivés avec peu d'affaires. Juste l'essentiel, mais chaque geste prenait du sens. Maxime, avec son énergie débordante, s'est occupé d'organiser notre quotidien. Listes, idées d'aménagement, petits détails qui rendaient l'espace vraiment à nous. Nos soirées étaient remplies de discussions, de rires et de projets. Un matin, il m'a lancé avec enthousiasme « Et si on allait au Portugal ? Tu as déjà vu l'océan là-bas ?» J'ai ri, un peu dépassé, mais j'ai accepté. Nous avons pris un vol low cost pour Lisbonne, loué une voiture et roulé jusqu'à la côte. Face aux vagues puissantes qui s'écrasaient sur les falaises, j'ai senti un poids énorme se libérer en moi. Pour la première fois, je contemplais le monde sans masque. Nos voyages sont rapidement devenus une habitude précieuse. Nous avons exploré l'Italie et ses villages perchés, la Croatie et ses eaux cristallines. Chaque destination nous permettait de nous découvrir davantage. Maxime avait ce talent de poser les bonnes questions au bon moment. « Qu'est-ce que tu veux vraiment laisser derrière toi ?» m'a-t-il demandé un soir sur une terrasse à Split. Cette interrogation m'a suivi longtemps et m'a aidé à clarifier mes envies. À Montpellier, notre quotidien s'est doucement structuré. Maxime poursuivait ses études en biologie, rentrant le soir avec des anecdotes sur ses cours et ses nouveaux amis. J'avais trouvé un poste d'ingénieur dans une entreprise locale, moins stressant qu'avant. Nous partagions les tâches, les repas, les moments simples. Bien sûr, il y avait aussi des doutes et des nuits difficiles où le passé ressurgissait. Maxime le sentait toujours. Il posait une main sur mon épaule ou lançait une blague pour m'apaiser. « Tu es là, avec moi, c'est ce qui compte », disait-il, et cela suffisait souvent à me ramener au présent. Avec le temps, notre lien s'est renforcé. Un soir, après avoir cuisiné une ratatouille approximative, il m'a regardé avec un sérieux inhabituel. Et si on se mariait? J'ai d'abord cru à une plaisanterie, mais il était sincère. On est bien ensemble, pourquoi pas? Mon cœur s'est emballé, l'idée me faisait peur, mais elle m'attirait profondément. Après de longues discussions, nous avons sauté le pas. Une cérémonie intime dans une petite mairie près de Montpellier, entourée de quelques amis proches. En signant les papiers, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Plus tard, nous avons commencé à évoquer l'idée d'agrandir la famille. Pas immédiatement, mais le projet prenait forme doucement. Nous parlions d'adoption, des démarches, de l'avenir. C'était intimidant, mais cela nous ressemblait. À 36 ans, avec une nouvelle vie et Maxime à mes côtés, je me sentais enfin en accord avec moi-même. J'avançais, encore avec quelques peurs, mais avec la certitude profonde d'avoir trouvé ma juste place.